Alors bonjour Céline, Bonjour Aurélien. bonjour. Alors je te remercie de consacrer du temps pour cet échange où on va parler de ton histoire avec les fluoroquinolones, puisque voilà, sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé, ayant été victime moi-même des effets secondaires de ces antibiotiques, j'ai choisi d'entendre le témoignage un peu de tout le monde pour sensibiliser les gens concernant cet antibiotique. Alors, sans plus attendre, est-ce que tu veux te présenter, nous expliquer ton histoire avec les fluoroquinolones? Oui, bien sûr. Merci Aurélien pour ce que tu fais. Moi, j'ai 55 ans aujourd'hui et cela fait 6 ans que j'ai subi donc les effets indésirables de fluoroquinolone donc en 2018. Avant cela, j'étais en état normal, Ok. une vie normale, un travail, des enfants, etc. Et du jour au lendemain, voilà, j'ai eu cette prescription d'antibiotiques. En fait, moi, voilà, j'ai eu deux prescriptions. Et c'est suite à ça que la vie a basculé. La première fois, c'était en 2017 où j'ai eu une infection urinaire, donc prescription de ofloxacine par cachet. Et dès le premier jour, en fait, j'ai eu très très mal au bras, au tendon des bras. Et ça s'est trouvé que je suis restée immobilisée au niveau des bras pendant 6 mois, à plus pouvoir porter une casserole, ni conduire, ni rien. Donc la première fois, voilà, mais pas de lien du tout avec l'antibiotique, ni par les médecins, ni moi-même, rien du tout. Ces symptômes-là, combien ils ont duré de temps? Les bras, ça a duré minimum 6 mois, entre 6 et 7 mois, ouais. Ok. Et après, ça s'est atténué et Voilà. tu as ensuite repris des fluoroquinolones et jamais le lien n'a été établi entre ces symptômes-là et la prise d'antibiotiques. Non, du tout, du tout, du tout. Ni au médecin, ni à la pharmacie, ni nulle part. Et le deuxième épisode était un peu particulier parce que j'avais subi une intervention médicale 6 mois auparavant qui avait eu des complications et de temps en temps je faisais un peu des malaises, mais c'était voilà, ça faisait partie du truc. Et à un moment donné, il se trouvait que c'était en public, à l'extérieur, dans la rue, où je suis tombée inconsciente. Et donc là, on m'a amenée aux urgences. Là, on m'a fait pas mal de médications, dont cet antibiotique est le même, donc l'ofloxacine de la famille des fluoroquinolones. Et là, je ne savais pas ce qu'on me prescrivait, ce qu'on me mettait donc dans le cathéter, rien du tout. Moi, je posais des questions, mais voilà, j'avais pas les réponses. Et donc, j'y reste quelques heures, donc la nuit, et le lendemain, j'ai très, 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 très mal partout. Mon corps est complètement chamboulé, je peux plus mettre un pied par terre, et puis je suis en panique au niveau cérébral, je ne sais pas ce qui m'arrive, etc. Bon, alors, combien il y a eu de temps entre la première prescription et la seconde? Un an, Un an. quasiment. Alors, la première prescription, tu m'as dit, alors, elle a eu lieu pour quelle raison, tu m'as dit, la toute première? Infection urinaire. Infection urinaire. Ok, ok. Alors, est-ce que le médecin t'avait informé des effets secondaires avant de te les prescrire? Est-ce qu'il t'a posé des questions essentielles? Par exemple, est-ce que tu fais du sport? Est-ce qu'il t'a fait faire un antibiogramme? Non, non, rien du tout, comme si c'était un médicament banal. Voilà, prenez ça, ça ira très bien, vous faites le traitement, point barre. Et quand j'ai pris la boîte à la pharmacie, c'est pareil, aucune précaution, aucune préconisation. Voilà, vous prenez matin et soir le comprimé pendant tant de jours et basta. Et à l'hôpital, alors, un an après? À l'hôpital, c'était différent puisque bon, là, j'ai pas eu le choix. À l'hôpital, voilà, on m'a fait pas mal de médications avec voilà, parce que j'étais pas bien en fait. Ils savaient pas ce que j'avais. Et il s'avère que ils m'ont fait des analyses parce qu'ils suspectaient une pyélonéphrite. Mais les résultats étaient négatifs. Il n'y avait pas de pyélonéphrite, il n'y avait pas d'infection. Ils n'ont rien trouvé. Mais m'avaient donné donc les médicaments avant d'avoir les résultats. Ok. Et quand j'ai su, après, j'ai réclamé avoir vraiment ce qu'ils me donnaient. Et en fait, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai vu l'infectiologue qui m'a prescrit, il m'a fait une prescription. Voilà, vous rentrez chez vous avec ce médicament-là, et c'était ofloxacine.
entre autres. Ça m'a fait tilt. Je dis, voilà, bon, j'ai commencé à poser des questions. Et l'infectiologue dit, bah, on ne sait pas ce que vous avez, mais par précaution, il vaut mieux que vous preniez le médicament, voilà, que vous n'ayez pas de problème. Et donc, bah, c'est mon ami qui me transportait. Il va à la pharmacie, il prend la boîte d'antibiotiques au fluoxacine. Et puis, bah, je commence à prendre le premier cachet chez moi. Mais comme j'étais déjà pas bien de l'hôpital, bah, je regarde quand même la notice parce que je me pose des questions. Parce que je suis rentrée plus mal que quand je suis rentrée à l'hôpital. Et j'ai regardé la notice et j'ai vu les effets indésirables. Et ça m'a fait, moi, le lien dans ma tête avec déjà ce que j'avais subi l'année d'avant, donc tendinite. Sauf que ce deuxième coup, c'était Tchernobyl dans mon corps. Il n'y avait pas que ça. Donc, je pouvais plus me tenir debout, je pouvais plus me nourrir, je pouvais plus dormir. J'avais des crises de panique, brouillard cérébral. Je pouvais plus rien faire du tout. Donc, ma famille a dû me prendre en charge. Et ça a duré 2 ans. Alors comment te sentais-tu psychologiquement? Alors quand c'est arrivé, voilà, on imagine l'état dans lequel tu devais être, enfin, psychologiquement, tu te demandes d'où ça vient. Tu as fait le lien avec l'antibiotique, donc tu as lu la notice et le lien s'est fait directement. Bah, moi, j'y ai pensé, voilà, fortement. Et puis, bah, j'ai fait mes recherches, du coup. Et puis, comme j'allais pas bien, bah, j'ai interrogé les médecins. Médecin traitant, l'infectiologue qui m'avait vu à l'hôpital, des thérapeutes que je connaissais. Et donc, une médecin de mon entourage a fait tout de suite le lien. Elle m'a dit, ah, mais là, attention, on a eu des alertes de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui me fait penser fortement à ce que vous avez. Donc, c'est une médecin qui a tout de suite fait le lien, en fait, et qui, elle, m'a envoyé voir plein de spécialistes, et en médecine interne, et en neuro, et en rhumato, et revoir l'infectiologue pour faire toute une batterie d'examens, pour éliminer, en fait, toute maladie ou génétique ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, vraiment, j'ai tout fait. Et du coup, à chaque fois, ils trouvaient rien, ni en maladie, ni infection, ni quoi que ce soit. Par contre, j'avais aussi donc en examen des IRM et scintigraphie, parce que j'avais vraiment mal dans tout le corps. Et c'est aux IRM où ils ont vu localement, au niveau notamment des fessiers, où il y avait des tendinites en thésopathie avec bursite. Et j'avais mal donc du haut des jambes jusque sous les pieds. Euh, et donc voilà. Et donc suite à ça, j'ai fait donc scintigraphie parce que voilà, j'avais mal partout. Et là, ils ont vu que tous les tendons des membres étaient inflammés. Donc scintigraphie, c'est tout le corps qui est scanné, c'est ça? C'est ça, c'est tout le corps questionné, ouais, tout à fait. On te met d'ailleurs, est-ce qu'on te met un produit pour Oui, Ok, ok. ouais, on met un produit, mais ça m'a pas fait plus ou moins de choses Ok. particulièrement. Pour résumer, donc tu as vu toute une batterie de médecins, toute une batterie de tests, bilan sanguin. Oui. Donc, dans le bilan sanguin, ils ont trouvé aucune carence quelconque. Alors, ce qu'on a trouvé au bilan sanguin, c'est que le foie était pas bien du tout. Et le pancréas, il y avait un souci ce qu'on appelle une déficience exocrine. Donc, il sécrétait plus les enzymes pour digérer. D'accord. Et ça, il y a un lien avec qui s'est fait avec la prise de l'antibiotique ou pas? Ou c'était avant que tu avais ces problèmes-là? J'avais pas du tout de problème digestif, pas du tout pancréas, tout était nickel. Mais ça s'est avéré, voilà, juste après, en faisant tous ces examens. Où, bah, de toute façon, je m'en suis aperçue parce que je digérais plus rien. Et au niveau du foie, tu parlais donc de problèmes de foie. C'est quoi exactement la bilirubine? Quel problème ils ont détecté au niveau Ouais, du... voilà, c'est ça. C'est la bilirubine dont les taux étaient pas bons. Les médecins ont dit, bah voilà, mon foie et mes organes n'ont pas aimé du tout Ils ont réagi à l'antibio, quoi. Alors ça, je pense, c'est commun, Céline. Moi aussi, suite à la prise de l'antibio, j'ai la euh, bilirubine qui est voilà, 15 fois supérieure à la normale et développé même des symptômes proches de la jaunisse, tout ça. On l'a vu dans le groupe Facebook, il parlait des liens entre la bilirubine élevée et la prise de cet antibiotique. Alors, bon, il est difficile d'affirmer pour nous que ce soit l'antibiotique qui vienne exacerber le taux, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de commun dans les discussions, les problèmes de bilirubine et d'antibiotiques. Peut-être une piste D'accord. à explorer.
Euh, Mm, mm. donc en fait, donc suite à ta deuxième prise, alors les symptômes sont arrivés combien de temps après? Ah bah c'est quasiment dans les heures qui suivaient. C'était vraiment quasi immédiat. Je ne pouvais plus dormir. J'ai mon corps qui tremblait de partout, qui essayait de, voilà, comme se lutter contre quelque chose. Je pouvais plus m'alimenter. J'ai perdu, en fait, bon, ils m'ont gardé quelques temps, mais j'ai perdu en quelques temps 7 kilos d'un coup. J'arrivais plus à manger et voilà, il n'y a plus rien qui passait. Et j'avais mal au ventre. Et puis, bah, l'état cérébral, ouais, qui d'un coup, j'avais l'impression de devenir complètement dingue. Bah, j'étais plus moi-même, en fait. Ouais. J'avais plus mes esprits. Voilà, j'étais complètement paniquée pour le moindre truc. Je pouvais plus rien gérer. Et donc là, alors les médecins que tu as vus, alors est-ce que tu as pu bénéficier de déjà d'une reconnaissance? Alors tu nous as dit qu'il y a donc un docteur qui a fait le lien entre la prise et tes symptômes. Comment ont réagi les autres médecins? Est-ce que tu t'es sentie comprise? Euh, Comment se sont passés globalement tes entretiens avec tous ces médecins? Alors, c'était vraiment très disparate. D'un médecin à l'autre. J'ai eu bah, cette médecin-là qui était en connaissance de cause et qui était tout à fait compréhensible et qui voulait tout faire pour m'aider. Par contre, mon médecin traitant connaissait pas trop, donc ne savait pas quoi faire du tout. Donc, s'en remettait au spécialiste. L'infectiologue qui m'avait prescrit ça à l'hôpital et que j'ai vu après pour toute une batterie d'examens était complètement dans le déni. C'est pas du tout ce médicament, c'est autre chose. C'est dans la tête. Et un jour, de toute façon, tous les trajets, toutes les visites, c'était ma famille qui m'amenait, me ramenait. Donc, j'étais pas toute seule. Et un jour, elle s'est mise à dire qu'il fallait pas tomber malade, qu'il prescrivait ça à longueur de journée. Et que bah, voilà, si j'avais des problèmes, il fallait pas tomber malade. Bref, ça, c'était côté infectiologue. Sinon, j'ai un médecin qui est orienté médecine traditionnelle chinoise et énergétique, qui connaissait déjà ça et qui était très, très au courant parce qu'il lisait énormément les études médicales, notamment américaines, étrangères, et il était tout à fait au fait. Donc, en fait, il m'a beaucoup aidé à la fois psychologiquement, on va dire, le soutien, et puis aussi par une médication et essayer de rééquilibrer les énergies de mon corps, auriculothérapie et puis des soins par l'alimentation, par des compléments alimentaires, etc. Et puis j'ai vu des rhumatologues donc qui m'ont prescrit aussi. Par contre, des médicaments allopathiques que j'ai pas du tout pu supporter. Tout de suite, j'avais les effets secondaires immédiats en fait, antidouleurs ou autres, c'était plus possible. Et j'ai aussi eu des antidépresseurs parce qu'ils me disaient que ça coupait la douleur. Donc à très très faible dose pour démarrer et ainsi de suite et voir l'évolution pour augmenter la dose. Et en fait, dès les premiers jours, c'était pire que tout. Je pouvais plus me lever, enfin encore pire, dans un état encore plus zombie, quoi. Donc c'est pas tant des effets secondaires des antidépresseurs et des antidouleurs qui sont apparus en fin de compte, c'est plus l'interaction avec les antibiotiques. Voilà, c'est ça, je pense. Et donc, on m'a voulu me prescrire des anti-inflammatoires, des corticoïdes, et j'en pouvais tellement plus que j'avais dit non, par chance, heureusement, parce que je pense que ça aurait été bien pire. Donc visiblement, ces médecins n'étaient pas au fait que il faut à tout prix éviter les corticoïdes. Non, du tout, D'accord. absolument pas. Ok. Ni médecin traitant, ni infectiologue, ni rhumatologue. Et Et c'est eux qui prescrivaient effectivement ce genre de produit, alors que mon état disait tout ce qu'il en était suite à cette prise de fluoxacine, quoi. donc en fin de compte, c'est toi qui as écouté ton propre corps, ton ressenti, et qui a compris que là, ça marchait pas. Les deux, l'équation ne marchait pas. Non, Tu parlais d'un antidépresseur qu'on t'a prescrit. Est-ce que tu te souviens du nom? non, non, c'est tout dans les ordonnances, j'ai tout gardé, mais je me souviens pas du nom, il y en a eu plusieurs en plus. Oui, 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 non. Toute une flopée de batteries d'essais de médicaments. Hmm. Donc ça, c'était les 2 premières années où voilà, on a tâtonné tout ça. Pour le jour où dire voilà, je prends plus rien, c'était plus possible de prendre aucun médicament. Et donc je me suis plus tournée euh, vers voilà la médecine plus douce, quoi.
chose que je faisais déjà, mais voilà. Mais globalement, avec le recul, ceux qui t'ont le plus aidé, compris, écouté, alors l'aide concrète, hein, mais aussi l'aide, un soutien dans la reconnaissance de tes symptômes, sont plus les médecines non conventionnelles, tu dirais? Ben, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'à la base, ce sont des médecins conventionnels qui ont donc qui se sont formés donc en médecine énergétique, et c'est eux qui ont décelé la cause de tous ces soucis survenus juste après. Ouais. Donc j'ai eu de la chance d'avoir ces médecins-là. Et donc bah, j'ai été reconnue en invalidité du coup bah, parce que je ne pouvais plus du tout travailler. Voilà. Alors, d'accord, ça c'est un point que je voudrais aborder avec toi. Quand tu as donc reconnu en invalidité, tu veux dire par la MDPH ou comment c'est? Est-ce que tu veux nous en dire Alors, c'est plus? différent parce que j'ai à la fois fait un dossier MDPH pour avoir de l'aide et reconnu handicapé travailleur. Et à la fois, la sécurité sociale, ben, ils ne peuvent pas laisser les gens comme ça indéfiniment en arrêt thérapeutique. À un moment donné, voilà, le fait est qu'ils m'ont passé en invalidité officielle, quoi. Qu'est-ce que tu faisais comme travail au préalable, Céline? Tu avais... Assistante administrative. Ok, ok, ok. Et donc, ils ne pouvaient pas te garder indéfiniment en arrêt de travail. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bah, j'ai été reçue par le médecin conseil de la Sécu et qui m'a voilà, il m'a ausculté et tout ça. Et il a défini que je sois en invalidité niveau 1. Donc, c'est-à-dire que je pouvais reprendre le travail, mais au taux qui était défini ensemble, par exemple à 40, 50%, 30%. Donc, pas de reconnaissance d'un handicap du côté MDPH. Si, si, par contre, MDPH, oui, j'avais fait ça en parallèle. C'est pas la même chose, en fait. Ok, ok, ok. Donc là, c'est pour faire un dossier complet, à la fois avec le médecin traitant et médecin du travail, pour justement solliciter des aides bah, pour faciliter un petit peu la vie au quotidien, au niveau, bah, je sais pas, se garer quelque part, faire les courses, avoir de l'aide à la maison, etc., quoi. Est-ce que tu vois ça comme une victoire un peu? Donc là, donc si tu me dis si j'ai bien compris, c'est bien la MDPH donc a reconnu un handicap du fait de la prise d'antibiotiques, c'est ça. Oui. Donc ça, je Mais trouve, ça, c'est quelque chose à revoir tous les 5 ans, tu vois, ce truc-là. Voilà. c'est ça parce que ton handicap est reconnu à combien? La première estimation, c'était 1%. À 20%, d'accord. Ok, ok. Donc, alors on va revenir un peu à tes symptômes, Céline. Donc les symptômes que tu avais donc étaient d'ordre donc musculo-squelettique, c'est ça, donc tendinite. Voilà. Oui, c'est ça. Alors Oui. vas-y, je t'écoute. Et est-ce que tu as eu d'autres symptômes, neuropathie? Alors, au niveau des musculo-squelettiques, ben, pas que les tendons, mais aussi les muscles. Donc, avec une faiblesse musculaire et des douleurs dans tous les muscles, comme si on me charcutait de l'intérieur, quoi. C'est comme si on jouait avec un élastique à tendre sans arrêt les muscles. Donc, voilà, des douleurs constantes comme ça, au niveau des tendons et des muscles, des crampes partout aussi, dans des endroits que je suspectais pas qu'on puisse avoir des crampes, mais qui étaient constantes, enfin, qui sont plus ou moins constantes, plus ou moins fortes selon les endroits, sous les pieds, dans les mollets tout le temps, les cuisses, les fesses, les bras, des épaules jusque dans les mains. Donc ça brûle, ça tire, voilà, c'est insupportable. Et à part ça, donc bah, tout de suite, c'était des troubles du sommeil. Je pouvais plus du tout dormir, absolument plus. Ça a duré des mois, pendant plusieurs mois, voire même 2 ans, hein, les 2 premières années. Je pouvais plus dormir, donc c'était vraiment un moment d'épuisement. Par à coup, je m'effondrais d'épuisement et c'est que comme ça que je fonctionnais en fait. Je n'ai pu m'alimenter normalement parce que je digérais plus rien. Donc là, j'avais perdu, en plus des 7 kilos perdus à l'hôpital, bah, j'avais reperdu encore. Voilà, donc des troubles digestifs. Et puis des troubles cognitifs où bah, je me suis rendu compte que je perdais la mémoire vive du quotidien, le simple mot, qu'est-ce que je suis en train de faire à l'instant présent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ah, bah, je fais un truc, bah, j'oublie tout de suite ce que je suis en train de faire, enfin voilà, sans arrêt. J'ai perdu de l'ouïe.
aussi, de l'audition. Et mes yeux, au départ, bah, j'ai dû voir un ophtalmologue parce que ma vue a baissé d'un coup et je voyais des petites choses qui m'embêtaient dans les yeux. Et l'ophtalmo m'a dit, ah bah oui, vous avez fait quoi pour être comme ça? Bon, je sors voilà, de l'hôpital, on m'a donné ces traitements et depuis, donc il était un petit peu au courant. Il dit, ah oui, oui, les fluoroquinolones, ça peut avoir des effets au niveau des yeux, effectivement. Donc il m'avait préconisé d'éviter toute trop forte luminosité, de protéger mes yeux au maximum. Bon, là, ce phénomène-là, voilà, en plus du reste, ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et C'est puis déjà oui, pas au mal. niveau de la peau toute flétrie, comme bah, déjà que j'avais une posture du coup de vieillard à plus pouvoir marcher, quoi. Et bah, j'avais la peau toute flétrie, qui avait perdu du teint et qui devenait toute flagada, quoi. Donc ça, j'ai appris après qu'il y a un souci, un impact sur le collagène. Donc j'ai compris après coup comment on en arrivait là. Vraiment des symptômes, enfin, jamais suspecté que tu vas te faire soigner pour une cystite et tu finis dans un tel état. Ces symptômes-là, comment ils ont évolué avec avec le temps? Eh bien, pas bien. Niveau musculo-squelettique, pas bien. C'est toujours pas ça. Même, bon, c'est un petit peu moins pire parce que les 2 premières années, bah, je suis restée couchée. Je pouvais faire quelques pas, mais sans plus. Je pouvais pas faire plus. J'avais trop, 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 trop mal. C'était impossible. Euh, et puis, au bout d'un moment, je me suis un petit peu autodisciplinée à faire quelques pas, un peu plus, en essayant d'écouter mon corps. Toujours avec quelqu'un, jamais toute seule. Et puis bah là, du coup, c'est à ce stade-là où je peux peut-être marcher très doucement, un petit quart d'heure, surtout sur du plat, mais pas du tout en montée. Ça, c'est impossible. Les escaliers, c'est la misère. Enfin voilà, je suis obligée d'avoir une canne. Et puis bah, j'ai dû changer de véhicule, hein, prendre une voiture automatique pour voilà pour bouger un petit peu. Et à ce niveau-là, ouais, c'est un petit peu d'amélioration. Et puis bah, j'avais redemandé à retourner au travail parce qu'ils m'ont aménagé le poste, et étant assise derrière un ordinateur, voilà, c'était pas physique, mais en aménageant des temps tous les quarts d'heure de pause, parce que je pouvais pas tenir non plus trop longtemps assise, faire des pauses, d'aller me dégourdir un peu, faire un tour et revenir, etc. Et un poste aménagé à temps partiel, du coup. Mais avec souvent des arrêts, parce que bah, des arrêts médicaux, parce qu'à un moment donné, je flanche et puis je peux plus. Voilà, c'est un peu le rythme depuis, quoi. Tu as pu reprendre le travail à l'heure d'aujourd'hui? J'avais pu reprendre le travail, mais de façon assez difficile. Donc, avec des interruptions, bah, quand j'allais pas bien du tout pour éviter qu'il y ait des conséquences au niveau du travail. Et là, je suis à nouveau arrêtée depuis 3 mois. Bah, ça fluctue, en fait. Voilà, j'essaye de jongler comme ça. Là, c'était dernièrement, ouais, beaucoup plus de douleur que d'habitude au niveau des tendons et des muscles. Et au niveau neuro, psy aussi, j'ai eu beaucoup de soucis qui sont un peu aggravés là dernièrement, où je me rendais compte que je faisais des grosses bêtises. Il fallait que je revérifie 10 fois ce que je faisais. Je pouvais instantanément ne plus du tout me rappeler de ce que je suis en train de faire, en fait. Ça rend fou, quoi. Donc au travail, c'est pas la peine, hein. Voilà. Ça s'est pas arrangé, ces symptômes-là ne sont pas arrangés avec le temps. Non, donc j'ai des visites avec une neuropsy qui m'a proposé des danses corporelles. Elle a organisé ça, elle a monté ça, des danses corporelles. Bah, il y a des personnes voilà, qui sont atteintes fibromyalgie, etc., qui ont mal partout et problèmes neuro et physiques. Et donc, c'est quelque chose qui essaye de reconnecter le corps à l'esprit et de s'adapter à ces soucis, en fait. Voilà. Alors, en parlant des méthodes de soins, alors la kiné, on en parle énormément dans le groupe. Alors, quelle a été ton expérience avec la kiné? Forcément, on m'a prescrit tout de suite de la kiné, donc bah, j'ai essayé. Je suis assez persévérante, donc j'essaye de faire pour améliorer. Et je me rendais compte au début, même si c'était en douceur, bah, que ça n'allait pas mieux du tout et qu'au contraire, j'avais encore plus mal. Donc j'en parlais avec le kiné, avec le médecin, on dit bon, bah, on va faire une pause et puis on va reprendre un petit peu, voir. Pareil, la balnéo aussi, j'ai essayé, puis bah, ça n'améliorait pas du tout. Et puis même, je suis devenue, en fait, aussi un des symptômes révélés, je suis devenue sensible à tout.
Donc, même l'eau de la balnéo, de la piscine, c'est plus possible parce que tout de suite, je faisais des réactions allergiques. L'or ou le sel, c'était pas la peine. Ouais, je pouvais pas. J'avais des réactions cutanées. Voilà, ouais, tout à fait. Et même la clim, depuis l'été, il faut pas que je sois dans un endroit où il y a de la clim, ni en voiture, ni dans une pièce, parce que tout de suite, je suis malade. Mon corps réagit tout de suite, il supporte pas. C'est un peu comme si le système immunitaire enfin, ne fonctionne plus comme il devait, quoi, en Et fait. il est en alerte tout le temps, en fait. Hum. Donc Qu'est-ce ça, que- c'est pour tout. Tout ce que j'utilise en soins, en produits, en tout, tout, tout. Voilà, ouais. D'accord. Donc tu peux, bon, les, euh, les, les, les- les femmes, les dames utilisent souvent donc, tout ce qui est produits cosmétiques, fond de teint, tout ça. Donc ça, aujourd'hui, tu as dû, s'il y a eu des changements de ce côté-là, tu as dû arrêter. Ah, j'ai dû arrêter. Et si j'utilise des choses, c'est des choses naturelles que je fais avec des produits sains, quoi. Où il n'y a pas du tout d'entrants chimiques. Au niveau du coiffeur, tu peux aller chez le coiffeur, avoir des teintures. Enfin, je sais pas si tu. Ah non, plus du D'accord, tout. Ah non, non. d'accord, Ah non, non, parce que... Ah non, 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 non. Non, non, ben, j'avais tenté de, voilà, de retourner chez le coiffeur et de me faire un peu des soins. Et ben, là, j'ai perdu énormément de cheveux. Je dis, ouh là là. d'accord. Euh, voilà, plus du tout. Non, 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 il faut plus que je fasse quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc en fait, enfin, il y a quasiment aucun domaine qui est épargné, quoi. Tu dois faire être vigilante sur tout ce que tu fais dans ton quotidien. Ah bah là, au début, déjà qu'on n'est pas bien, c'est difficile déjà d'accueillir ça et de gérer. Et en plus, on s'aperçoit par soi-même, effectivement, qu'on ne supporte plus rien. Et bah, on met en place, là, il n'y a pas le choix hein, pour survivre, il faut mettre en place des choses. Du coup, tout ce qui est naturel, voilà, j'ai dû investir dans les produits naturels, bio, et je fais pas mal maison aussi, mes produits, hein, du coup, j'ai appris à faire ça. Qu'est-ce que tu fais comme produit maison Bah, qui... je fais mon dentifrice, je fais mon shampoing solide, je fais mes nettoyages aussi qu'avec des produits simples, quelques produits simples, hein, des huiles naturelles, huile de jojoba, huile de coco, des plantes, orties, etc. Enfin, et de l'argile verte, enfin que des trucs comme ça, quoi. Donc j'ai développé la connaissance à ce niveau-là pour pouvoir m'entretenir et Ça, plus bravo. subir de réactions encore, quoi. On parlait souvent dans le groupe du dentifrice, alors il y a qui commence par fluor. Est-ce qu'il y a un nom? Est-ce qu'il y a un lien entre, est-ce qu'il y a un lien entre fluoroquinolone? Je sais qu'il y a des gens qui cherchent des dentifrices sans fluor. Alors est-ce que peut-être c'est lié? Je sais pas. Euh, Moi, j'ai étudié un petit peu ça. Effectivement, il y a les molécules de fluor dans l'antibiotique. Et c'est vrai qu'il y en a partout, hein, dans l'eau, dans la nourriture, dans les dentifrices, il y en a partout. Et du coup, bah, j'ai vu effectivement qu'il y en a. Enfin, d'ordinaire, je suis quelqu'un qui ne va pas faire mes courses au supermarché. Déjà, de base, j'avais une hygiène de vie plutôt saine, on va dire. Mais là, je faisais d'autant plus attention et jusqu'à finir, dans le doute, bah, de faire moi-même mes produits, mes produits. Mais c'est vrai que c'est en grande surface, je suis désolée, mais ils contiennent tous quasi du fluor. Donc, c'est un peu un conseil si on peut donner. ouais, C'est ouais, voilà. bien sûr. Il y a d'autres, il y a des épiceries bio, des boutiques de produits naturels où il y a, voilà, on peut avoir des produits sans ces entrants chimiques qui sont toxiques, hein. Ouais. Donc, cette vigilance alimentaire, tu penses qu'il faut la maintenir combien de temps selon toi? Tu penses que c'est à vie ou tu peux t'autoriser des plaisirs, on dira? Enfin, si on peut appeler ça des plaisirs, Et mais déjà, au niveau alimentaire, ben, j'ai des producteurs bio autour de moi que je connais et je sais comment ils produisent parce que je fais partie d'une AMAP, c'est donc on facilite les circuits courts avec les producteurs locaux, donc on sait comment ils travaillent. Donc ça, c'est, voilà, bah, je continue du coup là-dessus. Par contre, j'ai dû enlever tout ce qui est viande, volaille, bah, par peur, voilà, qu'il y ait quand même un antibio qui traîne là-dedans. Donc c'est que des légumes bah, du coin ou du jardin.
qui sont pas traitées. Des légumineuses, voilà, qui sont du coin. Là, j'ai des fermes qui font des lentilles, qui font des produits. Ça restreint le choix, mais je peux faire quand même plein de choses et plein de recettes sympas avec ce que j'ai sous la main. Et puis, bah ouais, j'ai éliminé tout ce qui est laitage et fromage et produits ouais, de lait, quoi. Tout ça. À part de temps en temps, j'ai un producteur de chèvre local qui est naturel et de temps en temps, je prends un petit fromage. J'ai éliminé aussi parce que j'arrivais plus à digérer tout ce qui était à base de farine blanche, viennoiserie, pâtes, tout ça, j'ai dû enlever. Et aujourd'hui, c'est encore un peu difficile bah, de faire rentrer ça, quoi. Donc, c'est beaucoup les légumes et les fruits simples. J'ai dû complémenter en vitamines naturelles, voilà, en vitamine D, en vitamine C, faire un rééquilibrage aussi, tout ce qui est magnésium, potassium. Je prends de la levure de bière, voilà, où il y a des compléments dedans, et puis voilà, des compléments qui sont plutôt bien. J'ai fait des cures régulières de gingembre, curcuma, avec d'autres ingrédients pour qu'il y ait une synergie, pour l'efficacité au niveau du nettoyage du corps et de l'énergie, du coup, à apporter. J'ai fait des cures d'argile verte. Et ça, je faisais des cures, donc pendant 3 semaines, espacées d'un temps de pause de, par exemple, une dizaine de jours. Et donc, je ne me prenais jamais tout en même temps, hein. Je faisais bien séparé pour voir un petit peu comment je réagissais, faire attention. Et dès que je voyais un bienfait, ben, je recommençais ces cures. J'ai fait aussi des cures de zéolite. Donc, c'est une pierre volcanique qui a pour effet de nettoyer et qui peut même nettoyer des métaux lourds quand on est gravement intoxiqué. Donc ça, j'ai fait aussi assez rapidement par cure, voilà, de 3 semaines maximum. Entre 1 et 3 semaines maximum, je fais des pauses de 10 jours ou plus, et puis je recommence selon ce qui me fait du bien. Dernièrement, j'ai trouvé par hasard de la phycocyanine. C'est un extrait de spiruline et qui a des propriétés vraiment, je ne vais pas dire miraculeuses, mais qui participent à la régénération des cellules en fait. Voilà, D'accord. donc ça c'est très bien. Donc là, j'ai trouvé une boîte d'ampoules de 20 ampoules. Donc je vais faire une cure de 20 jours maxi et je vais voir pendant ce temps comment ça se passe. Au niveau des compléments alimentaires, c'est à peu près ça. Voilà, dans la nourriture, bah, c'est un gros apport pour tout ce qui est des légumes frais, crus aussi. Au début, j'y suis allée doucement pour pouvoir un peu les digérer. Je faisais moitié cru, moitié cuisson douce. Et puis, bah, de plus en plus, j'ai intégré du cru, légumes de saison et fruits de saison, et tout ce qui est carottes, tout ce qui est orangé rouge, du chou rouge aussi, et tout ce qui est fruits. Bah là, moi, j'ai un figuier, donc bah, les figues, c'est miraculeux, ça fait que du bienfait. Les fruits rouges, surtout, moi, ce qui m'a fait du bien aussi, j'ai un cassissier à la maison, donc dès qu'il y a des cassis, ben voilà, je mange. Je suis un vrai petit lapin, je mange tous les cassis et je m'en garde, j'en prépare pour m'en garder l'hiver. Et puis aussi les feuilles, je récupère les feuilles parce que c'est anti-inflammatoire naturel. Il y a plein de plantes et je fais un peu ça, je tâtonne et puis ce qui me fait du bien, ben, je continue. Et ce que je prends, oui, pour la douleur, il n'y a rien qui me faisait du bien. Quand je peux plus prendre de médicaments allopathiques, je prends des racines de Harpagophytum. Donc, c'est une spécialiste en herboristerie qui me prépare ça. Je jongle avec voilà, de la reine des prés et de l'arpagophytum. Donc, du coup, ben, voilà, ça me fait vraiment, ça m'aide, ça me fait du bien. Et au niveau du sommeil, oui, je voulais dire, j'ai pas trouvé grand-chose qui m'aide au niveau alimentaire ou complément. Par contre, j'ai vu un praticien en médecine chinoise, parce qu'un jour, bah, j'ai fait une énorme réaction allergique. Je voulais pas aller à l'hôpital du coup. Du coup, un truc tellement énorme, on m'a amené chez lui. Il m'a pris en urgence, en fait. Il m'a fait du bien et m'a calmé cette allergie. Et il s'est trouvé bah, que j'ai redormi le soir de cette visite et que je redormais un peu mieux. Donc je l'ai appelé, je dis bah, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait, mais ça fait 3 ans que je dors plus et là j'ai un peu redormi. Donc lui, il pratique voilà, au niveau des énergies, des méridiens et plus de la pharmacopée aussi en plantes.
Je voulais te demander au niveau des probiotiques, Ah tu fais oui, des cures? oui, oui, oui. Régulièrement des cures. Au début, je prenais des probiotiques que le médecin me prescrivait. Et puis, on a tâtonné. C'était pas assez suffisant. J'avais toujours des soucis. Et du coup, jusqu'à cibler des probiotiques qui me convenaient mieux. Il y en a pas mal qui existent en labo. Et là, ouais, j'en ai. Donc, je fais des cures régulières aussi. Obligée, là, je continue. Donc, nourriture Ouais. fermentée aussi, kéfir, kombucha, tout ça, tu recommandes ça, ça Voilà, peut que faire du bien. voilà. Je recommande beaucoup. Tout à fait. Je fais du kéfir. Du kombucha et même ben, le lacto-fermenté. J'ai appris à faire les légumes en lacto-fermenté. Donc, il Ok. apporte pas mal de bienfaits. Tout à fait. Hmm. Mm. Parce qu'en fait, ce qu'on sait de ces antibiotiques, c'est que bon, ils sont efficaces dans le sens où ils vont venir éradiquer la bactérie voilà, qui cause des symptômes, typiquement pour une infection urinaire, tout ça, mais c'est une véritable bombe nucléaire dans le microbiote, quoi. Donc, J'ai bien en parler parce que j'ai remarqué que depuis que je fais tous ces soins comme ça, je suis plus malade. ouais, ouais, ouais. J'ai que mes symptômes d'effets indésirables qui persistent, mais j'ai plus de maladie, j'ai pas de rhume, j'ai pas d'infection urinaire, j'ai plus rien du tout. Hmm. J'ai même pas de petite fièvre, j'ai pas de grippe, j'ai rien du tout. Incroyable. Donc C'est, ça, je peux attester que ça fait du bien. Ouais, non, ça, on recommande à tout le monde, je pense, le traitement avec les probiotiques. Et d'ailleurs, alors, c'est encore un sujet dont j'ai du mal à parler, parce que c'est assez original, mais c'est que, en fait, alors ça se fait à Marseille d'ailleurs, ils font de la transplantation, transplantation fécale. Alors voilà, ça peut déplaire, c'est quand même difficile à concevoir. Mais en fait, l'idée, c'est de prélever chez une personne saine. Eh bien, concrètement eh bien, les selles de la personne, mais qui sont riches en probiotiques. Alors, ça reste des démarches, des actes médicaux, donc c'est pas dénué d'effets secondaires. Mais apparemment, il y a des vies qui ont été considérablement améliorées, des maladies chroniques, inflammatoires, où il y a eu des résultats assez probants. Donc, on le voit, le lien entre la flore intestinale et l'état de santé général. Enfin, c'est certain que là, il y a à explorer. Donc tout ce que tu mets en place, enfin, ça peut être que bénéfique. On voit mal comment ça pourrait te jouer à ton encontre. C'est Donc, très bien ce que tu dis. Oui, c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais je pense que hmm, ça mais mériterait qu'on s'y penche. Oui. oui, on explore ces voies-là. Alors après, le risque, c'est peut-être de un peu tout essayer. Bon, le désespoir, malheureusement, peut nous conduire à voilà, on en parlait, voilà, le risque de consommer beaucoup de compléments alimentaires en même temps, bon, ça peut affecter les reins. Donc, bon, il faut être, c'est certain qu'il faut être précautionneux. C'est pas facile quand on veut s'en sortir. On peut mettre peut-être trop de choses en place d'un coup, et le corps peut pas trop comprendre. Et avec les fluoroquinolones, pardon, on l'a compris, c'est une vigilance en fin de compte à vie qu'il faut adopter après. Ben, j'espère le moins possible la vie pour la plupart C'est d'entre ça. nous. On est assez nombreux, mais c'est vrai qu'il y a des, ouais, je pense que ça fait pas de mal de continuer à prendre soin Mm. de soi, même si on n'a plus trop d'effets indésirables comme certains. Mais moi, bah, ça dure, comme d'autres aussi, qui ça fait plus de 10 ans, et je leur conseille ouais, de continuer à prendre soin d'eux comme ça, de continuer à s'intéresser, garder courage et continuer comme ça, hein, Ouais. tout à fait. Et c'est vrai que j'ai essayé de comprendre un peu cet impact de cet antibiotique sur les mitochondries. Les mitochondries, bah, c'est l'usine à énergie des cellules, en fait. Et parce que je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que ça atteint particulièrement les tendons, les muscles et voilà, tout ce qui est le système nerveux central, etc. Je me posais des questions au début. Je me suis même demandé si ça modifiait pas notre ADN, tout ce qui est Mm. génome et tout. Voilà, je me pose des questions parce qu'on sait que beaucoup de médicaments interfèrent à ce niveau-là. C'est certain. D'ailleurs, je crois d'un reportage sur Arte sur les enfants qui naissent avec les césariennes. Typiquement, le bébé ne bénéficie pas de la flore intestinale, vaginale De la maman. de la maman l'enfant a des carences. Enfin, on voit clairement la différence entre
Donc on suspecte bien que s'il y a un dommage dans l'ADN, eh bien l'enfant, c'est certes, enfin, on peut suspecter qu'il va en pâtir. Euh, je voulais te demander, tu es sensible au soleil aussi. Est-ce que tu peux aller au soleil comme avant ou tu vois des changements? Alors moi, je suis originaire du Sud, donc j'aime beaucoup le soleil. J'ai toujours été au soleil. Et depuis, effectivement, je suis devenue sensible au soleil. J'ai jamais pris de coup de soleil ou quoi que ce soit, mais là, ouais, il faut que je fasse attention depuis. Et Ok. ne pas rester trop longtemps au soleil où je peux attraper, alors que jamais ça m'est arrivé avant, mais une insolation, effectivement, ça m'a surprise. Je savais pas, mais là, voilà, maintenant, il faut que je me protège. Je peux plus rester au soleil comme avant. Ok. Ouais. Et Et on j'ai parle. quelque chose qui est apparu aussi, c'est une impatience qui est, comme on dit, une impatience dans les jambes, mais moi, c'est dans tout le corps que j'ai. Notamment en arrivée en fin de journée où je suis très fatiguée. J'ai une impatience dans tout le corps. Si tu veux, une impatience qui fait que je ne peux pas rester tranquille. C'est comme si mon corps bouillait de l'intérieur. Et il n'y a qu'une solution, c'est que je me lève et que je fasse un truc, que je bouge tout doucement ou que je me concentre à faire, je sais pas, quelque chose qui me fasse du bien, un petit dessin, un petit quelque chose à faire, pas long, mais qui me change un peu les idées. Et ça, c'est constamment, ça, c'est insupportable. C'est le syndrome des jambes sans repos, mais dans tout le corps. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, c'est tout le corps. Ok. Ouais, ouais, tu me vois allongée, je suis en train de trembler de partout. C'est comme si tu disais, elle est en train d'agoniser, quoi. Et puis, ce que je voulais souligner aussi, c'est un épuisement profond, physique et mental, en fait, hein, depuis, où je retrouve pas de bouée de secours où ça va mieux, quoi. Hein, c'est constamment, constamment comme ça, en fait. Typiquement, tu peux décrire une activité que tu faisais avant sans problème et aujourd'hui une que tu ne peux plus faire ou moins bien faire. Eh bien, avant, physiquement, je faisais des randonnées, je peux plus faire. Je suis plutôt artistique, donc je faisais beaucoup de dessins, je donnais des ateliers dessin pendant des heures, voilà. Voilà, c'est très compliqué. C'est mon attention et mentale et même la possibilité physique, c'est devenu très très compliqué. Donc de peindre Euh, par toi-même, de dessiner la main, c'est difficile par exemple? ouais, je peux pas me rester. Avant, je pouvais rester des heures sur un tableau, un dessin. Aujourd'hui, je peux rester peut-être 5 10 minutes à me concentrer et il faut que je parte faire autre chose. Hein. C'est pas possible, hein, j'y arrive pas. En fait, c'est concrètement, c'est ta main qui va brûler quand tu vas dessiner, c'est une Ah fatigue. oui, ça suit plus. J'ai déjà perdu 30% de force dans mes bras, dans mon bras droit notamment, au niveau musculaire. Donc, même déjà de d'écrire, bah, c'est compliqué déjà. Mais de dessiner et tout, ouais, le bras, il lâche. Il suit plus parce que ça me brûle. Voilà, physiquement, il y a une douleur qui fait que tu peux plus continuer ce que tu es en train de faire. Ça bloque. Tu dois changer de position ouais, pour atténuer la douleur. Selon toi, c'est une douleur neuropathique ou musculaire? Comment tu la perçois, cette douleur? Bah, c'est des douleurs diffuses. C'est à la fois, oui, musculaire, je sens bien. Hmm. Alors, après, je sais pas. Je peux Ok. pas te dire. J'ai vu des neuros, mais oui, oui, j'ai fait des examens des électromyogrammes, etc., où il y a des atteintes, effectivement. Mais ça explique pas tout, quoi. Donc, Tu as des symptômes de type canal carpien, le nerf de l'EMG a relevé quelque chose, alors c'est ça? ben, ça a relevé que j'avais très peu de Ouais. force, en fait. Et puis, quand il fait froid, ma main est paralysée. Je peux plus du tout faire quoi que ce soit. Il faut que me sois au chaud tout le temps. Quand je rentre, que ma main est indisponible parce qu'il faisait trop froid, je peux plus utiliser ma main pendant 1 heure ou 2 heures, le temps que ça se réchauffe. Et ça, c'est ça tout le temps, quoi. Je peux plus rien faire, ni ouvrir la porte, rien, rien. Et tu dirais que le chaud a un effet antidouleur sur toi? Ben, moi, j'aime mieux le chaud, donc peut-être que ça me fait du bien. En tout cas, je sais que le froid, ça me fait pas du bien. Ok. Le froid, ça me paralyse. Je suis paralysée. Ça, il n'y a plus du tout un geste qui sort. Hein. C'est fini. Ok, donc, c'est les symptômes, aucune évolution positive depuis la prise d'antibiotiques et voire aggravation, si j'ai bien compris. Oh oui, moi j'ai des aggravations au niveau neuro et au niveau squeletto-musculaire. Ce qui est un petit peu mieux, on va dire, c'est depuis que j'ai vu ce praticien en médecine chinoise, c'est le sommeil. J'arrive par moment à un peu dormir. C'est peut-être 2 3 heures par nuit au mieux.
Je fais jamais de nuit complète, mais ça, je dormais pas du tout avant, donc je considère que c'est un peu mieux. Et souvent la journée, voilà, faut que je me pose et que je dors un petit peu une demi-heure, etc. Et au niveau digestif, bah, du coup, je pense que c'est avec tout ce que j'ai fait, et changement d'alimentation, nettoyage et tout, bah, je redigère un peu mieux. C'est un peu moins la Tchernobyl, Hum. mais c'est pas ça non plus. Au niveau du foie, je sais qu'il y a moi, je prends du desmodium, des artichauts. Desmodium. Voilà. Oui, oui. Euh, Chardon-Marie aussi. Chardon-Marie, ouais. Ouais, je prends tout ça. Ouais, 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 je prends tout ça aussi ouais, ouais, pour le foie. Ouais, Tu as ouais. vu une différence? La bilirubine, je pense qu'elle a baissé. Tu as fait des tests depuis Voilà. Ouais, là, dernièrement, le mois dernier, j'ai fait un check-up complet Ouais. et il n'y a plus de soucis Ah, au niveau bilirubine, foie, c'est tout revenu normal. on peut avoir des résultats probants avec les bons compléments. Tu sais, il y a Léo qui nous parlait dans une interview de Medicross. Je pense que c'est en Allemagne, une entreprise. Tu envoies un cheveu et il te voit. Ah, Voilà. Tu as entendu parler de ça? oui, oui, tout à fait. Bah, je voulais le faire, je ne l'ai pas fait. Ok. Ouais, mais c'est très intéressant. Tu considères, tu envisagerais de le faire éventuellement, voir, parce qu'apparemment, ça détecterait des choses que le bilan sanguin peut pas voir. Donc, peut-être intéressant. Ça me plairait beaucoup. Ouais. Ouais, je vais le faire parce que je sais que tout ce qui est bilan sanguin, c'est un flux. C'est Mm. un flux que tu as dans le corps au niveau du sang. Donc, ça, ce n'est pas le reflet propre de tes cellules. Ce qu'il faudrait qu'on fasse sur nous, c'est carrément faire des biopsies. Tu vois, qu'on nous prenne. Mais moi, il n'y a aucun médecin qui a accepté. Pourtant, je l'ai demandé. Hein. Et on ne sait pas faire. Il faut aller je sais pas où. On ne sait pas faire. Est-ce que tu dirais que ta confiance envers les médecins aujourd'hui est la même? Comment ton expérience a changé ta vision de la médecine en fait? Alors, ce niveau-là, c'est un peu particulier parce que j'ai toujours travaillé dans le médical. Donc, en fait, pour être clair, bah, j'ai été, à 20 ans, j'ai été assistante de direction SOS médecin. Donc, je travaillais pour 200 médecins à Paris et pendant 10 ans. Donc là, bah, j'ai appris ce qu'était le monde médical et les médecins. Et ensuite, j'ai changé de région et j'ai trouvé du travail en tant qu'assistante aussi dans un grand labo pharmaceutique, donc pour des médecins. Donc ça donne une perspective un peu particulière, hein, vu que c'est mon métier, en fait, je suis dedans. Et pour moi, à la base, c'était sauver des vies. C'était en donner du bien-être et de sauver des vies. C'est des choses que j'ai vues. Mais au fil du temps, j'ai vu que c'était pas tout à fait ça pour certains produits, notamment. Hein. Bah, les médecins, eux, ils ont leur formation et on leur donne des outils, donc ils font ça. Il y a un petit souci au niveau des produits employés parce que normalement, ils font état d'études médicales sur du long terme. Normalement, pour qu'un produit sorte, c'est bien 10 ans hein, d'essai pour avoir les autorisations sur les marchés. Donc, on est censé faire confiance. J'ai vu de tout au niveau des médecins et qui étaient précautionneux, qui interrogeaient vraiment le patient pour vraiment connaître ses antécédents et faire attention à pas voilà, faire plus de mal que de bien. C'est ça que tout médecin devrait faire. Par contre, là, moi, je suis tombée dernièrement sur des médecins qui ne prenaient pas du tout en cause les antécédents et le bénéfice-risque. Donc ça existe aussi, voilà. Et malheureusement, quand on est dans un état un peu d'urgence ou pas savoir quoi faire, c'est vrai qu'on n'a pas, même moi qui étais au parfum, bah, j'ai pas eu cette chance de pouvoir en savoir plus de ce qu'on me donnait comme médicament et à savoir en toute conscience si je pouvais accepter ou refuser. J'ai pas eu cette possibilité-là. Donc je pense que c'est ça qu'il faut vraiment, sur lequel il faut vraiment mettre l'accent, c'est que les médecins en médecine de ville et même à l'hôpital, hein, parce que moi c'était à l'hôpital, en règle générale, on doit connaître les antécédents du patient et ajuster au mieux les risques-bénéfices, vraiment selon l'état du patient et la vie qui est en jeu, effectivement, doser, est-ce que je fais ça, ce traitement-là ou autre traitement. Et pour moi, ça, c'est pas respecté actuellement par tous les médecins. Notre rôle, c'est d'être responsable de nous-mêmes, d'avoir sa souveraineté et en toute cause, si on va voir un médecin ou si on a affaire à un médecin pour avoir une médication, bah, de poser des questions et de s'assurer à ce qu'on se fasse plus de bien que de mal. Puis au Très médecin bien. à faire son travail aussi, à connaître son patient, à interroger,
sur ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire dans tel cas de figure. C'est à lui, c'est son travail, hein. C'est son travail d'enquête à faire, même quand il y a des urgences. Effectivement, bon, il y a des urgences vitales, hein, et il faut qu'il soit à même de sauver des vies. Mais il y a des moments où, voilà, pour infection urinaire ou machin, le risque peut des fois être pire. Si le médecin qui t'a prescrit les furoquinolones une deuxième fois avait été mis au courant, voilà, s'il avait typiquement un document qui venait montrer que tu avais une première intoxication, eh bien on aurait pu éviter ça, quoi. Donc c'est quelque chose de très facile normalement. Il aurait pu même m'interroger. Enfin, moi, c'est ce qu'il faudrait. Enfin, ce serait la logique de procéder comme ça, dans la mesure où on peut demander au patient, voilà, je vous préconise tel et tel traitement, est-ce que vous consentez ou pas, en sachant exactement quels sont les risques. Et dans ce cas-là, bah, ça fait comme, voilà, on est d'accord, les deux parties sont d'accord sur tel traitement, et on y va. Pour moi, c'est ce qui devrait être fait. Parce Mais là, que moi, j'ai eu ni connaissance de ce qu'il me donnait, ni on m'a donné la possibilité de dire oui ou non, quoi. c'est incroyable. Enfin, aux États-Unis, c'est le black box, les furoquinolones, c'est en dernier recours. Alors, je ne sais pas à quel point il faut venir consentir, peut-être qu'il faut venir signer. Enfin, c'est tellement je ne sais pas, hein, ça, je spécule, mais c'est en dernier des derniers recours. Donc là, on commence à avoir du recul, on voit les effets secondaires que ça, on se demande pourquoi on n'a pas étudié tes antécédents. Enfin, Et tu vois, depuis 6 ans où je connais beaucoup de monde autour de moi, ils savent ce que j'ai. Alors, les médecins au début disaient que j'avais la fibromyalgie ou machin. Et non, 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 hein, on a bien déduit que c'était pas ça. Et donc, je dis aux gens qui me connaissent pareil, hein, parce qu'ils croyaient que j'ai ça. Et je dis, bah non, non, il m'est arrivé. Voilà, je raconte mon histoire. Et du coup, ça leur fait tilt parce que, mine de rien, tous ceux-là connaissent quelqu'un qui ont eu plus ou moins des effets indésirables suite à ce médicament. Et mes voisins, une amie, bah, elle a sa voisine de 92 ans, la pauvre, là, dernièrement, qui a infection urinaire. Son médecin lui prescrit le même que le mien, ofloxacine. Et ben, elle a eu rupture des tendons. Elle se retrouve du jour au lendemain en fauteuil roulant alors qu'elle est en pleine forme. Et j'ai une personne qui habite un village à côté, c'est une jeune maman qui venait d'avoir un bébé. Eh ben, elle a eu des petits soucis, voilà, d'infection urinaire. Et ben donc le même que le mien, fluoxacine, et du jour au lendemain, elle se retrouve couchée à plus pouvoir ni s'occuper de son bébé qu'elle allaitait, rien du tout. Donc elle était dans une déprime totale à 25 ans, et puis même des jeunes enfants aussi. Et ma fille à l'époque, même on a fait les frais. Euh, C'était un peu dans cette période-là où elle a fait une otite et le médecin lui a prescrit donc des gouttes de fluoxacine. Elle l'a pris et juste après, eh ben, elle a eu très mal au tendon d'Achille. Elle n'a plus pu faire grand-chose pendant 6 mois. Elle a été arrêtée parce qu'elle avait très très mal. Et c'est après coup, en parlant de mon histoire et tout, elle a dit mais bah, c'est la même chose en fait. Et donc elle s'est dit mais il faut plus jamais que je reprenne ça, plus jamais, sinon je vais être comme toi. ouais. Enfin bref, voilà. Je souhaite à personne ça. Donc en fait, ce que tu dis, et ce que je suis totalement d'accord maintenant que je suis conscient de la chose, c'est qu'on a tous potentiellement dans notre entourage, que ce soit de manière directe ou indirecte, quelqu'un qui a subi les effets secondaires de ce médicament. On n'est pas non plus des ovnis, Enfin, ça arrive. Ça On n'est arrive. pas des huluberlus, ça arrive. Et c'est depuis, moi, je te dis, je suis une vitrine. Hein, depuis qu'on me voit comme ça et ce que j'ai eu, les gens le savent, ben, ils ont été touchés et ça leur a fait tilt dans eux-mêmes ou leurs connaissances qui ont pris ce médicament. Et il y en a beaucoup d'entre eux qui ont été diagnostiqués fibromyalgiques, qui se Mm. sont jamais posé la question parce qu'en fait, les effets peuvent être retardés. Mm. Moi, ça a été tout de suite et dans le temps, alors que ça peut être différé dans le temps. Ça peut être plus tard et c'est connu de ce médicament Mm. dont les effets peuvent être plus tardifs. Donc, du coup, les médecins ne se penchant pas là-dessus, moi, c'est ce qu'ils m'ont fait sur moi. Ils m'ont dit, ah ben non, c'est fibromyalgie ou dans la tête. Et comme d'autres personnes qui avaient encore moins de connaissances que moi dans le médical et encore plus confiance aux médecins, ben, ils ont accepté qu'ils étaient fibromyalgiques et n'ont pas cherché plus loin. Alors que maintenant, quand ils me connaissent, ben, ils ont un peu recherché et dans leur dossier médical, il y en a beaucoup.
qui ont vu qu'ils avaient pris cet antibiotique juste avant. Mm. Et aucun lien n'avait été fait du tout parce que les médecins, en ordre général, ils n'en parlent pas du tout. Mm. Et Mm. il y a il y a des milliers de personnes comme nous connues en France et dans le monde. Et les prescriptions en France, je pense qu'elles sont plus de 2 millions par an. Donc, on peut imaginer un peu les retombées. J'ai énormément lu toutes les études américaines, étrangères. J'ai tout traduit, j'ai tout peluché pour mieux comprendre. Et moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est faire connaître ça aussi. Et ben, du coup, je te remercie Aurélien Merci à de toi. faire ce que tu fais pour faire connaître. Et quand j'ai eu ces problématiques, quand j'ai tout paluché, les infos, j'ai fait une petite vidéo aussi qui dure 5 6 minutes parce que je voulais waouh, dire, dire au public qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ça, il faut qu'on continue. Et donc, j'ai été interviewée aussi comme d'autres personnes. Là, depuis quelques années, c'est médiatisé. Donc, moi, je suis pas passée à la télé, mais j'ai été interviewée par Le Progrès et par Closer, qui ont fait des articles très, très bien d'ailleurs. Ben, on continue, on lâche pas, hein. Et puis, Philippe Coville, qui a monté l'association suite à nos réseaux sur la fluoroquinolone. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir être cueillie par la personne qui a monté le groupe Facebook, Lily. Et puis, de fil en aiguille, on connaît des gens, machin. Et donc, Philippe Coville a monté cette association pour permettre qu'il y ait une enquête publique et qu'il y ait des plaintes. Parce que moi, j'avais aussi fait des procédures en amont, mais qui n'ont rien donné du tout. Donc là, en espérant que cela serve la cause. Et moi-même, j'ai déjà fait les frais par le biais de ma maman qui avait pris du Distyben dans les années 60. Et on sait aujourd'hui que c'est très problématique, hein. C'est connu aujourd'hui que les enfants du Distyben, les filles notamment, ont des malformations congénitales et qui peuvent même se récupérer sur plusieurs générations de filles. J'ai l'impression de me retrouver dans ce truc-là, quoi. Donc là, tu as porté plainte au civil et au pénal. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce volet-là? Alors moi, je me suis jointe à la plainte en civil. Et par ailleurs, en particulier, j'ai contacté un cabinet d'avocats pour faire une plainte en pénal, mais le dossier est très très lourd, il manque sans arrêt des pièces et j'ai vraiment du mal à constituer un bon dossier pour qu'il soit voilà, valable pour passer en procès. Donc, Le cercle vicieux un peu, c'est qu'en fait, on est tellement dans un état vulnérable que la dernière chose qu'on a, les forces, le peu de force qui nous reste, on sait qu'un procès, c'est coûteux financièrement et psychologiquement parlant. La dernière chose qu'on souhaite faire, c'est de gaspiller cette énergie-là au détriment de notre santé. On peut d'y laisser notre vie au final. Donc c'est un peu le paradoxe, je trouve. Et alors, je voulais te demander, Céline, là on arrive au terme de cette discussion vraiment intéressante et vraiment riche, et je te remercie vraiment pour ton témoignage. Je pense que ça va faire vraiment écho à plein de personnes. Et d'ailleurs, je ne manquerai pas de mettre le lien ta vidéo dans la description pour que les gens puissent y accéder, et aussi mettre les liens pour accéder au témoignage que tu as fait. Peut-être une dernière question un peu philosophique, je dirais. Cette expérience hors norme, comment tu la vis au quotidien, en ton fort intérieur et avec les tiens? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Parce que personne s'attend à vivre tout ça suite à une prise d'antibiotiques. Ça a changé ta vie de fond en comble. Il y a un avant et un après. Comment tu interprètes et comment tu vis cette situation hors norme? mm. Oui, ça, on passe par toutes les phases, je pense, hein, émotionnelles. Donc, au début, j'étais dans le flou et dans l'incompréhension et dans le questionnement. Et avec l'évolution, en comprenant un petit peu l'impression de m'être faite bien avoir, j'étais dans la colère. Vraiment, j'ai eu une période de grosse colère. Et puis, bah, bon, elle n'a pas duré longtemps parce que la colère, ça amène à rien. Et ça s'est transformé en curiosité, voilà, comme je disais, en faisant des recherches et en essayant de communiquer au travers de tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait hein, dans les forums, dans les communications diverses et variées, avec que ce soit le groupe fluoroquinolone, quinolone, ou des groupes étrangers ou des médecins. Donc, vraiment m'interroger, comprendre le process et tout, et puis pour amener des solutions, mettre le paquet pour dans l'énergie possible, en fait, qui reste dans tout ce qu'on peut faire pour se faire du bien,
amenuiser un peu ses effets et rendre un peu la vie moins pénible. Et puis, c'est tout un process aussi mental parce que moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est la méditation pleine conscience pour tenir la route, hein. Sinon, bah, je serais effondrée, mais dans un asile psychiatrique, je pense, hein. Donc, c'est difficile. J'ai une émotion en parlant là, mais voilà, c'est un peu ça, hein. Parce que la vie, elle est chamboulée du jour au lendemain. Moi, j'ai trois enfants, une famille, une belle famille, et du jour au lendemain, voilà, je suis un légume, hein, quelque part, à l'intérieur en tout cas, hein, même si ça se voit pas à l'extérieur. Euh, donc c'est très difficile d'accepter ça. Donc il y a la phase voilà d'acceptation et de mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour se prendre soin de soi et de faire connaître tout ça et de participer à des échanges pour faire évoluer ça et la cause pour les autres aussi, quoi. C'est important et voilà, ça en arrive là, trouver des solutions et aider les autres par notre propre expérience. On sert un peu de vitrine un peu là-dessus, hein. Et chacun peut faire ça, hein. Chacun est différent, donc on a chacun notre histoire. Et en échangeant, en communiquant, on peut montrer. Et moi, vraiment, bah, comme toi et comme tout le monde, c'est qu'on arrête, qu'on stoppe ça. Vraiment, moi, c'est compliqué quand j'en entends tous les jours qui ont pris ce cachet et qui se retrouvent pareil du jour au lendemain en problème. Donc, bah, on est là du coup pour les soutenir, pour les aider. Mais au final, la finalité, ouais, c'est qu'il n'y ait plus de cas comme ça. Voilà, je pense que moi, c'est mon leitmotiv. Voilà, je fonctionne pour ça. Même si j'ai pas l'énergie comme d'autres ont, comme toi, de lancer des vidéos ou de lancer un groupe, mais je suis là, je papillonne, j'essaie de faire mon truc. Tu as l'énergie de faire les vidéos et d'une manière, d'une grande honnêteté, en étant toi-même mais on voit que maintenant que tu as trouvé un but dans cette expérience. Une dernière question que je voulais te poser. Comment tu vois l'avenir, alors te concernant, est-ce que tu penses que ton état, au vu de tout ce que tu mets en œuvre, tu sens que ton corps peut-être a l'énergie de se ressourcer, de se renouveler? Voilà, comment tu vois ton avenir? Parce qu'on le sait, ça bouleverse une vie, et ça bouleverse aussi nos relations avec les autres, avec notre famille. Bon, il y a peut-être, on n'a pas évoqué ce volet-là, mais au point de vue des relations, enfin, ça bouleverse tout, rien n'est épargné. Alors peut-être, voilà, faire une synthèse. Comment tu vois ton avenir personnel et de manière générale l'avenir concernant la prescription de cet antibiotique? Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Moi, je suis entre deux, en fait. Je suis assez réaliste, donc, mais en même temps, je vais pas me laisser écrouler sur mon sort. Donc, je vais me donner la peine de m'en sortir encore. Donc, ben, je suis entre l'espoir et plein d'interrogations sur comment ça va se passer. Donc, mais je préfère optimiser et avoir une vision positive là-dessus pour m'aider, pour donner un élan positif à tout ça, pour continuer comme ça. Et ce qui va me servir du coup pour, pas que pour moi-même, mais pour mon entourage, ma famille aussi, c'est important. Même si j'ai des coups de mou, ben voilà, c'est important que je positive à fond pour que eux aussi puissent continuer à avoir leur belle vie et qu'il y ait du bien-être et de la bienveillance. Et autour de moi, les connaissances et au boulot aussi, je suis entre deux là parce que je suis obligée de m'arrêter parce que ça ne va pas du tout et j'aimerais bien reprendre pour continuer parce que c'est pas facile à jongler aussi tout l'aspect financier, tenir voilà, la maison, les enfants, c'est chaud. Donc je suis pas voilà, je suis entre je essaie de m'écouter et de faire comme je peux aussi, donc avec l'espoir que tout rentre dans l'ordre et que je fasse au mieux. Moi, ce que mon souhait le plus cher, parce que je suis dans le domaine médical, c'est que les médecins fassent vraiment leur respectent profondément leur engagement de primum non nocere. Ça, c'est ce que je demande à tout médecin. En français, ne pas nuire, hein. L'important, c'est de ne pas nuire. Le serment d'Hippocrate qui est bafoué tous les jours. Ouais, et là, ils ont de plus en moi je l'ai vu, hein, là, il y a des médecins qui te reçoivent, ils ont que 10 minutes à t'accorder. Bon, dans 5 minutes, c'est fini. Ils t'auscultent même pas. Je l'ai vécu encore dernièrement. Ils t'auscultent pas. Euh, il y a plus, voilà. Il y a une médecine là qui est pas chouette du tout. Donc c'est risqué. Donc du coup, on revienne à la conscience de ça. C'est de l'humain.
c'est de l'humain qui est géré, que chaque médecin soit en responsabilité de ce qu'il fait, de ses actes. Ça, c'est très important. Et que chaque personne, dans la même mesure que chaque patient, et même les parents pour leurs enfants, qu'ils soient responsables de leurs actes aussi, qu'ils se renseignent, qu'ils fassent en se renseignant avec les bonnes informations euh, sur soi-même et sur ses enfants. Voilà. Et ça, c'est très important pour moi. Je vois plutôt ça comme ça, qu'il y ait une prise de conscience là-dessus et qu'on arrive du coup. Je pense que c'est voilà la discipline et cette conscience de se respecter en se faisant du bien et pas du mal, en tout état de connaissance et de cause. Il faut qu'on pas qu'on s'endorme sur la confiance totale en l'autre. Il faut qu'on se renseigne et qu'on échange. Pour moi c'est devenu tout la logique du cheminement actuel en fait. Il faut qu'on fasse nos recherches, qu'on n'aille pas les yeux fermés quelque part. Après, il y a des cas particuliers, hein. Il y a des accidents de la route où voilà, hein, il faut faire des choses, hein, et ça c'est sûr, mais tous les cas ne sont pas comme ça. Donc, au quotidien, bah, c'est le plus grand nombre où on va chez son médecin traitant parce qu'on a une pathologie, un symptôme et on se fait soigner. Et la connaissance, le savoir et la prise de décision en toute conscience. Et pourquoi pas, c'est ce que Philippe Coville essaye de faire justement avec les autorités de santé. Moi, je le suis à 100% là-dessus. C'est qu'on puisse établir, est-ce qu'il y a un contrat entre le prescripteur et le patient? De, on sait où on va, on signe notre accord de chacun, celui qui prescrit et l'autre qui reçoit le produit. Voilà, on signe cet accord, on sait où on va, avec Alors, donc les informations qui doivent être données pour pouvoir prendre la décision. Si on n'a pas l'information, on ne peut pas prendre de décision. Pour moi, c'est simplement ça, en fait. c'est tout simple, mais ça fait tellement la différence d'être un consentement éclairé, ce qui est une obligation médicale normalement. Malheureusement, on le voit tous les jours, on est informé d'aucun effet secondaire et c'est un domaine dans lequel l'irresponsabilité fait des ravages, bouleverse des vies. Et tu as raison, c'est à plus forte raison dans ces domaines-là qu'il faut faire preuve de vigilance, de conscience, d'empathie, d'écoute. Aujourd'hui, bon, nous sommes à mon sens, hein, à l'ère de Doctolib. On prend un rendez-vous, 10 minutes, le médecin, première question, c'est carte vitale, il ne nous regarde même pas dans les yeux, il regarde un ordinateur. Et en fin de compte, les médecins de l'époque, les médecins de famille, il y avait une certaine proximité. Bon, on la retrouve plus du tout aujourd'hui, à mon sens, et c'est devenu d'une violence assez palpable. La violence de l'indifférence. Alors, c'est pas une violence directe, mais le fait de ne pas écouter et d'être indifférent, ça peut être perçu d'une manière très violente. Alors bon, on espère des changements en ce sens. Et le travail que toi aussi, tu vois, spontanément, tu as mis en œuvre suite à la prise de ces médicaments, spontanément, tu t'exprimes en public, donc via ta vidéo. Et je pense que c'est plus j'aime pas le mot victime, mais nous sommes, c'est un terme controversé. Je sais pas si c'est le terme adéquat ou pas, mais quoi qu'il en soit, euh, je pense que c'est le fait de parler et de faire entendre nos voix qui ne peut que améliorer les choses. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. C'est pour ça que je te remercie infiniment de ton courage, pour ton témoignage. Et vraiment, c'est émouvant. Et je pense que le fait d'être un être humain, c'est qu'on veut aider son prochain, on veut aider autrui. Et très souvent, en écoutant l'autre, on veut aider. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui fait la force de ce groupe, c'est que nous sommes tous là, on publie des témoignages. Et mais bon, ce qui est triste aussi, c'est que tous les jours, on voit, comme tu le disais tout à l'heure, des millions de furoquinolones prescrits, et tous les jours, il y a une nouvelle victime qui arrive dans le groupe, on l'accueille. Euh, c'est un crève-cœur, c'est un crève-cœur tous les jours, quoi. Mais bon, la force, c'est qu'au moins, on peut le communiquer entre nous, on peut se comprendre, et on ne fait pas face à des médecins austères et qui vont sortir la notion fourre-tout de fibromalgie. En anglais, c'est un terme, hein, c'est le gaslighting. Hein, on crée du dommage et on dit que c'est la personne, en gros, son corps est responsable du dommage. Enfin, Mais je pense qu'il faut qu'on sorte de cette vision-là. C'est vraiment quelque chose. C'est comme un programme qui a été mis, je pense, dans la plupart par rapport à la vie
qu'il y a actuellement moderne, on va dire. Et je pense que parce qu'on fait, ça peut peut-être aider justement à sortir de cette programmation-là que voilà, ça fait pas partie du quotidien que de justement être gravement atteint de ces produits-là, alors qu'à la base on se soigne. Donc, bon. Alors que j'ai l'impression que c'est ce qui, au lieu, c'est ce qui est essayé de faire passer, c'est que voilà, bah ça arrive, c'est comme ça, et pas autrement, c'est comme ça. Mm. Il faut qu'on sorte de cette programmation-là et que surtout nous et en tant que parents pour les enfants qui eux sont ils sont dépendants de leurs parents. Donc il y a vraiment une culture à ce niveau-là, je pense, à faire et par ce qu'on fait, je pense qu'on le fait. Et j'espère que plein de personnes tomberont sur les vidéos et Ouais. auront l'information. C'est ce qu'on souhaite, hein. Voilà, Ouais. moi, c'est ce que je souhaite beaucoup. Merci pour tout, Aurélien, c'était Mais- super. Merci à toi. Et puis on met le lien donc du groupe Facebook en dessous de la description. Je mettrai également la chaîne de Céline, ses articles, tous les articles qui traitent des fluoroquinolones. Et moi je vous dis alors merci pour ceux qui ont regardé la vidéo de tout cœur. Et j'espère que vous trouverez dans les mots de Céline du soutien et que en vous identifiant à son histoire et à notre histoire, vous voyez que nous ne sommes pas seuls et que c'est pas forcément dans nos têtes et qu'il y a des solutions. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aussi à commenter et à rejoindre le groupe, surtout on en parlait en fait, à vous documenter, à vous informer, c'est ça qui peut aider donc dans la voie de la réémission. Bon, merci à tous pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis au revoir et on continuera ce podcast donc avec d'autres témoignages. D'autres personnes volontaires dans le groupe ont accepté de témoigner donc on continuera ce podcast et à exprimer nos opinions.